Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. On l'a vu dans l'épisode précédent. Pendant plusieurs années, un groupe d'hommes, des comploteurs, gravitant autour de la mairie de Saint-Étienne, ont fait pression sur un de leurs alliés politiques, l'ancien député centriste Gilles Artigue, longtemps premier adjoint du maire de la ville. Un allié qu'ils voulaient contrôler et qu'ils ont donc piégé en le filmant à son insu, après l'avoir poussé à accepter un massage prodigué par un escorte gay dont il ignorait l'identité et surtout la profession. Ce chantage, il est au cœur de l'affaire dite de la sextape de Saint-Étienne dont Mediapart a révélé l'existence en 2022, entraînant le déclenchement d'une procédure judiciaire à l'encontre de ceux qui sont suspectés d'en être les auteurs et les commanditaires, à savoir Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, son directeur de cabinet, l'un de ses adjoints et l'ex-compagnon de ce dernier. Un quatuor qui saura le 1er décembre prochain quel sort lui réserve la justice lorsque le tribunal de Lyon rendra sa décision à leur sujet. Car en septembre 2025, l'affaire a connu un semblant de conclusion avec la tenue d'un procès très attendu et très révélateur encore une fois de l'état de notre vie politique. C'est ce qu'on va voir entre autres dans ce second épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Il faut bien situer aussi les acteurs de cette histoire. Antoine Rouget est journaliste au pôle enquête de Mediapart. Si vous avez écouté le premier épisode, vous savez que c'est son travail qui a permis à l'affaire de sortir enfin sur la place publique. Un travail qui a consisté, entre autres, à souligner la gravité de ce qui s'était joué pendant des années à Saint-Étienne. Je pense qu'on aurait tort de relayer ça à une affaire chabrolienne en ville de province, quoi, en fait, avec un regard parisien là-dessus. Oh là là. En fait, Gaël Perdriau, en 2022, juste au moment où éclate cette affaire, il est ministrable. C'est-à-dire qu'il est dans la shortlist d'Emmanuel Macron, qui vient d'être élu à la présidence de la République, pour intégrer le gouvernement. Et s'il n'y avait pas eu cette histoire, il l'aurait peut-être, voire sans doute été ministre. On est face à ce type d'acteurs-là, d'acteurs publics exerçant des responsabilités considérables. Et je pense aussi qu'il fonctionne par mimétisme. C'est-à-dire que Gaël Perdriau, c'est la nouvelle génération de la droite, soi-disant plus moderne, etc. Mais qui, en fait, a tellement vu aussi la manière dont son camp politique fonctionnait avec les institutions et avec le peuple, que finalement, c'est OK. C'est OK de se dire, pour son directeur de cabinet, la première chose à faire après l'élection en 2014, c'est de tenir mon premier adjoint, par n'importe quel moyen que ce soit. En fait, c'est une priorité en termes de politique publique de faire ça. C'est OK de se dire après, une fois que ça a si bien marché pour Gilles Artigue, le fameux directeur de cabinet, effectivement, il va rééchanger avec le barbouzeur Rossary Langlais pour dire en fait on va le faire aussi sur l'ancien maire de droite, celui qui était élu de 1994 à 2008, donc avant cette parenthèse socialiste, parce que oui, il était de droite, mais quand même il nous soutient pas totalement, donc si on peut le tenir, effectivement. Donc lui, c'était pas avec un escorte dans une chambre d'hôtel, c'était et là faut quand même l'entendre pour le croire, avec une prostituée mineure en provenance des pays de l'Est. Comme ça, ils pouvaient la réexfiltrer plus facilement pour pas qu'il y ait de traces. On en est quand même à ce niveau de, j'ai envie de dire, de délire, mais en fait, c'est pas du délire. C'est quelque chose qui est pour eux tout à fait envisageable. Voilà, ces discussions-là se tiennent encore une fois dans l'hôtel de ville, dans le bureau du directeur de cabinet, et donc on réfléchit rationnellement à la manière de mettre en œuvre ce type de piège. Moi, je vais te dire, je suis sans état d'âme, je n'ai rien à foutre de la gamine. Gilles Rossary Langlais, l'un des comploteurs, avec Pierre Gauthieri, le directeur de cabinet du maire de Saint-Étienne. Ce que je veux, c'est que ça pète pas. Donc il faut soit une gamine qui comprenne rien, soit... La gamine, on peut aussi, ça dépend, c'est quoi? Est-ce que c'est une française, c'est une roumaine, une bulgare, qu'on peut réexfiltrer ailleurs et plus personne n'entend parler d'elle? Pour moi, c'est vraiment la leçon du pouvoir et de l'abus du pouvoir. Et l'ancien maire de Saint-Étienne, Michel Thiollière, celui qui a failli être piégé dans ce deuxième compromat, il a témoigné au tribunal lors du procès en septembre 2025. Et il a bien expliqué
une sensation qu'il avait eue. Il avait soutenu Gaël Perriot pour son élection en 2014 et il dit, je l'ai revu quelques semaines plus tard. On a échangé et il était devenu d'une virulence mais sans nom. Et je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, il parle comme un voyou. Maintenant, il parle comme un voyou. Et pour moi, l'une des leçons de cette histoire, c'est que derrière les apparences, derrière les attributs du pouvoir, etc., il y a des comportements où on peut trouver à la tête de ces institutions des personnalités qui peuvent avoir effectivement des attitudes de voyous, des comportements, des positionnements de voyous, dans un seul objectif qui est de se maintenir et de renforcer leur pouvoir et leur domination. Ne vous trompez pas, Gilles. Pierre Gauthieri, enregistré par Gilles Artigue en novembre 2017. C'est simplement parce que la vie m'a permis de ne pas mal tourner que je n'ai pas mal tourné. Mais je fonctionne exactement comme peut fonctionner un criminel. De la même manière, je n'ai aucune foi ni voix. On pourrait être tenté de s'arrêter, comme l'expliquait Antoine Rouget, au côté presque surréaliste, voire comique de cette histoire, ce complot d'opérette entre politiques qui se croient dans un mauvais remake des Tontons Flingueurs. Mais ce serait oublier les conséquences réelles, dramatiques, concrètes de cette affaire. Il y a effectivement au moins 3 victimes dans cette histoire. Il y a Gilles Artigue, qui donc très concrètement, effectivement, a songé plusieurs fois à mettre fin à ses jours, a vécu, y compris après la révélation de l'affaire, des moments très très compliqués. Et encore là, au procès, en septembre 2025, où en fait, devant une assemblée publique, il a dû s'expliquer sur les raisons qui l'ont poussé à accepter ce massage, sa curiosité, enfin des choses qui, en fait, j'ai envie de dire, ne regardent pas le public. On s'en fiche. Il y a l'escorte également, travailleur du sexe qui, en fait, lui, il a été payé pour une prestation d'escorte, de massage. En fait, il n'a jamais demandé à être déjà filmé à son insu. Il l'a jamais su. Il a appris quand on l'a contacté, à l'été 2022. Et surtout, il a fait part de son sentiment de honte d'avoir été utilisé en tant que travailleur du sexe pour un chantage homophobe. Et puis, il y a le 3e niveau de victimes qui concerne la société en général. À commencer par la ville de Saint-Étienne, sur un volet financier, parce que Gilles Rossary-Langlais, c'est un barbouzeur quasi professionnel. En fait, il fait pas ça gratos. Hein. Il a fait ça, certes, pour aider son compagnon de l'époque, Samy Kéfi-Jérôme, mais il a demandé de l'argent. Il a présenté la note, dès le départ, 50 000 €. Et donc, il a fallu organiser tout un appareillage de manière très concrète pour faire sortir de l'argent. Ils m'ont expliqué, écoute, on va le faire passer en mettant des subventions, en donnant des subventions à des associations. Gilles Rossary-Langlais au micro de Mediapart en septembre 2022. Et ils te donneront en échange, pour service rendu, mais bon, voilà, ils passeront. Donc de l'argent de la mairie, de l'argent public, absolument, versé à des associations locales, oui, qui ensuite étaient chargées de redistribuer l'argent vers vous. Bien sûr. On est passé très rapidement dans cette affaire sur le volet financier. Ça a été complètement balayé par Gaël Perriot, mais les associations de Saint-Étienne qui se battent, et on voit l'état quand même du monde associatif au niveau national, donc, et c'est évidemment aussi le cas à Saint-Étienne, en fait, ont hurlé en voyant que c'est des dossiers hyper mal ficelés, que les associations n'ont jamais dû fournir d'éléments ensuite attestant de la réalité des dépenses liées aux subventions qu'elles avaient reçues, etc. En fait, c'était hyper scandaleux pour les habitantes et les habitants de Saint-Étienne. Et puis, il y a un autre niveau qui concerne toujours la société, de manière générale, qui est pour moi quasiment le plus important dans cette histoire. Je trouve que c'est encore plus spectaculaire de voir ce qui s'est passé entre 2022 et 2025. Parce que finalement, c'est beaucoup concentré sur toute la période naissance du complot, organisation du complot et réalisation ensuite du chantage. Voilà, avant les révélations. Mais pour moi, ce qui est hyper frappant, c'est ce qui s'est passé après, c'est-à-dire qu'une fois que toutes les informations sont sur la table, il y a eu évidemment un feuilleton. C'est-à-dire Gaël Perriot a dit c'est faux. Nous, on a publié des enregistrements. Après, il a dit bon, c'est pas totalement faux, mais moi j'y suis pour rien. On a publié des nouvelles informations et de ça. À ce stade, je n'ai aucun commentaire à faire. Gaël Perriot, le 27 août 2022. Sur une vidéo que je n'ai pas vue. Et par ailleurs, je conteste fermement
toute notion de chantage. Je vous remercie. Je ne ferai pas d'autres commentaires aujourd'hui. Dans les échanges de mails qui sont reproduits par Mediapart, merci. Je n'ai pas vu cette vidéo. Je n'ai pas vu cette vidéo. Je ne sais pas s'il s'agit d'un autre homme, je ne sais pas si c'est un gangbang ou une partouze. À ce stade, je ne connais pas ni les mœurs des personnes citées, ni ce qui s'est passé dans cette soirée-là. Mais dans les questions que vous posez Mediapart, ils n'évoquent pas de relation homosexuelle, ils évoquent simplement une vidéo compromettante. Je n'ai pas d'autres commentaires. Et c'est vous qui parlez d'orientation sexuelle. Les questions d'argent, super. Mon honneur a été bafoué. Le 1er septembre 2022. Celui de ma famille, celui de la ville, tout cela est faux. Tout est faux. C'est une terrible machination. Le 8 septembre 2022. Qui vise à me salir, à détruire qui je suis politiquement. J'ai hâte que la justice passe. Le 7 mars 2023. Parce que je suis innocent et que cette affaire est beaucoup plus une affaire de vie privée, au pluriel, qu'une affaire politique. Est-ce que vous allez démissionner ? Non, je vais vous dire, contrairement à vous, je respecte le secret de l'instruction. Le 9 janvier 2024. Et donc, il y a Politiquement, certains demandent à ce que vous vous mettiez en retrait. Non, j'étais très bien accueilli et tout va très bien. Merci, bonne journée. Nous, on n'a jamais dit que Gaël Perriot était coupable, pénalement responsable. Ça, c'est le travail de la justice. En revanche, on a diffusé un certain nombre d'enregistrements, en fait, prouvant que Gaël Perriot avait connaissance de l'existence de ce complot, qu'il n'avait évidemment rien fait pour protéger son premier adjoint, et qu'au contraire, il avait lui-même utilisé la vidéo. Et en fait, malgré ces évidences-là, qui sont aujourd'hui des vérités pleinement documentées, il n'a jamais quitté la mairie de Saint-Étienne. C'est-à-dire que, si on regarde la totalité de l'affaire, on a Gilles Artigue, la victime, qui lui a quitté la ville. Il est parti à Albi, sa famille a dû quitter la ville parce que le regard, y compris sur les enfants, devenait beaucoup trop oppressant en fait autour de cette affaire. On a Gilles Rossary-Langlais, Samy Kéfi-Jérôme et Pierre Gauthieri, les 3 anciens lieutenants du maire, qui ont assumé aujourd'hui publiquement et devant la justice leurs responsabilités dans cette affaire, qui ont tout perdu. Leur emploi, leur réputation, leurs perspectives d'avenir, etc. Je ne le dis pas en les plaignant, je dis que c'est une réalité. Et par contre, on a Gaël Perriot, qui lui, droit dans ses bottes, vient continuer à dire que, en fait, il est lui-même victime de cette affaire et qui ne quitte pas la ville de Saint-Étienne. Et ça crée un trouble qui sera hyper difficile à réparer pour la ville de Saint-Étienne. Parce que qu'est-ce qui se passe depuis 3 ans ? C'est que de manière très concrète, institutionnellement, c'est une ville à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a évidemment tous les partenaires institutionnels, économiques, etc. qui disent nous, on ne met pas un pied à Saint-Étienne, en fait. Là, ce qui s'y passe, l'état de la mairie, etc. En fait, nous, on ne veut pas du tout être assimilés de près ou de loin à cette municipalité-là, avec un maire qui est accablé par les enregistrements et qui, maintenant, en fait, réagit comme un forcené. Moi, c'est vraiment l'image que j'avais en allant le voir dans les conseils municipaux. C'est Gaël Perriot, c'est un forcené. Avec, à l'extérieur, vous voyez, le négociateur du RAID qui dit rendez-vous, monsieur, sortez tranquillement. On est vraiment sur cette image-là. Et en fait, de loin, des fois, on peut avoir une forme de légèreté. Mais le quotidien, pour les agents municipaux et de la métropole, parce qu'il est aussi président de la métropole, en fait, il y a un sentiment de dégoût aujourd'hui. Enfin, Gaël Perriot comparaît depuis ce matin avec 7 autres personnes au tribunal de Lyon. Audience toute la semaine pour éclaircir les responsabilités dans l'affaire de chantage présumé à la vidéo intime. Visage fermé et très tiré, les prévenus et parties civiles, sauf l'escort boy, sont arrivés un par un au palais de justice. Alors le 22 septembre 2025, à Lyon, 3 ans après le début médiatique de cette affaire et près de 10 ans après les débuts du complot, tous les acteurs du dossier se sont retrouvés face à la justice. Toi, Antoine, tu as suivi ce procès. Comment c'était ? Ce procès, il a été très instructif parce que, pour la première fois, en tout cas publiquement, Gaël Perriot, donc le maire, s'est retrouvé dans un espace de discussion autour de cette affaire dont finalement il ne fixait pas les parois. Dont il ne pouvait pas s'extraire. C'est ça. C'est pas lui qui maîtrisait le cadrage. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, lors des conseils municipaux où il a été régulièrement interpellé au cours de ces 3 dernières années, où à chaque fois il a soit esquivé, soit coupé court. Il faisait des tunnels, il épuisait tout le monde et surtout il parlait à des gens qui n'avaient pas connaissance de l'affaire. Ou comme dans les interviews qu'il peut réaliser. Et ça, c'est très commun
aux responsables politiques. À force d'exercer leur pouvoir, ils en viennent à intégrer l'idée qu'ils peuvent façonner le réel. Et que tout ce qui va sortir de leur bouche, on leur pose une question, en fait, ils répondent ce qu'ils veulent, et ils fixent eux-mêmes les termes de la discussion. Sauf que dans un tribunal, ça se passe pas comme ça. En plus, c'était intéressant parce que, on l'a vu là quand même dans toutes nos discussions depuis le départ, c'est une affaire de pouvoir et d'hommes. Et là, le tribunal, c'était une audience présidée par une femme, une magistrate, qui connaissait parfaitement le dossier, qui avait parfaitement analysé la psychologie des différents prévenus. Et donc l'accusation, le parquet, c'était une procureure. Donc c'était 2 femmes. Donc il y avait aussi ce décalage-là. Et ce qui s'est passé, et qui pour moi était hyper instructif, c'est que en fait Gaël Perdriau, il s'est heurté à ça. Je parlais tout à l'heure d'un des extraits d'enregistrement où Gaël Perdriau dit « Si la sextape est diffusée sur les réseaux sociaux, ce ne sera plus un chantage, ce sera une exécution. » Gaël Perdriau, il était notamment jugé pour chantage. Eh bien, le tribunal lui a posé plusieurs fois la question. Que veut dire la phrase « Ce ne sera plus un chantage, ce sera une exécution ». Est-ce à dire, monsieur Perdriau, que jusqu'à cette date-là, vous exerciez un chantage, ce qui aurait été une reconnaissance de sa part de culpabilité. Et il a tourné complètement autour du pot, parce que c'était inextricable. Ce qui s'est passé au moment de l'audience, c'est qu'il y a eu la confrontation entre 2 versions totalement irréconciliables. Entre Gaël Perdriau, qui depuis le premier jour dit « Je n'ai rien à voir avec cette histoire ». Donc lui, il en a inventé des complots. Quand je parlais du fantasme du complot, il a dit un coup, c'était un complot de sa propre famille politique, les Républicains, parce qu'il voulait le bloquer et l'empêcher d'accéder à la présidence du parti. Bon. Ensuite, ça a été un complot, évidemment, de Mediapart. Ensuite, ça a été un complot socialiste pour le faire tomber, pour récupérer la ville, etc., et se revenger de 2014. Et on a même eu un complot franc-maçon. Il a donné une interview, vraiment, c'était hallucinant, dans Paris Match, où il expliquait qu'il y avait tellement de francs-maçons dans cette histoire, que c'était un complot franc-maçon. Et ça, c'est intéressant, par exemple. Oui, il y a des francs-maçons dans cette histoire. Et moi, j'ai regardé dans quelle loge ils étaient, est-ce qu'ils se fréquentaient, est-ce que voilà, puisque ça peut être une explication, un moment de proximité entre des protagonistes. En fait, ils sont pas du tout dans les mêmes chapelles. Le truc tenait pas la route. Et par ailleurs, l'ancien directeur de cabinet a dit oui, il y a des francs-maçons, moi j'en suis un. Et d'ailleurs, Gaël Perdriau avait voulu intégrer la franc-maçonnerie. Donc en fait, on se voit bien que c'était complètement un élément de communication. Mais devant un tribunal, en fait, il y a des faits et il faut y répondre. Voilà. Donc il s'est retrouvé totalement isolé au cours de cette semaine d'audience, dans sa version, dans son couloir. En même temps, il fallait qu'il tienne sa ligne, parce que ce qui lui permet de garder la face, de conserver son mandat de maire, d'expliquer à sa majorité depuis 3 ans que vous allez voir, à la fin des fins, c'est moi qui ai raison et la vérité va finir par triompher, face en fait à énormément d'éléments matériels, mais aussi ses anciens camarades qui en fait l'ont mis en cause. Et disent tous, oui, nous on a participé au compromat. On présente nos excuses à Gilles Artigue et à sa famille. On peut tout à fait imaginer qu'il y a des effets d'opportunité là-dedans pour atténuer le poids de la sanction, parce qu'ils savent qu'ils vont être condamnés. Mais ils ont tous dit, avec des mots différents, mais qu'en fait, évidemment, Gaël Perdriau était dans la combine. Le procès, ça a été cette confrontation-là entre 4 membres d'un même clan en 2014 qui se sont déchirés au cours du procès. Et je dois bien dire que la position du directeur de cabinet, c'est quelque chose d'assez inédit dans l'histoire politique et judiciaire française, de voir l'ancien bras droit d'un responsable public, là en l'occurrence maire, président de métropole, finir par lâcher le maire et lui dire en direct, en fait moi, je suis un exécutant. Et y compris dans mon rôle d'exécutant, j'avais une fonction, c'était de servir de fusible. C'est-à-dire que c'est pour ça que les traces écrites, elles renvoient vers moi.
Évidemment que moi, j'ai pas directement fait des comptes rendus au maire, hein, parce qu'en fait, si ça explosait, il fallait que ça explose sur moi. Mon rôle, c'était de le protéger. Donc moi, j'assume ma responsabilité, mais par contre, je veux pas un chapeau qui soit trop grand pour moi. Vous me parlez de 2026 et d'une échéance électorale plus particulière. Gaël Perdriau. Elle est évidemment, pour le coup, sans doute plus personnelle et beaucoup trop tôt encore pour que j'y réfléchisse. Mais pas exclu. Ah, je n'exclus absolument rien, non. Gaël Perdriau a pas du tout fermé la porte à la possibilité de se représenter. Là, il joue vraiment une stratégie de qui tout double. Soit je plonge avec les autres, soit j'arrive à m'en sortir judiciairement ou à installer un récit parallèle me permettant de me représenter. Donc il y a effectivement un enjeu de calendrier qui est très important autour de cette décision du 1er décembre, mais il y a un petit caillou quand même dans la chaussure de Gaël Perdriau, qui est que la procureure, la représentante du parquet, dans ses réquisitions à la fin du procès, a demandé déjà une lourde condamnation contre lui, 5 ans de prison dont 3 fermes, et surtout, elle a demandé une peine complémentaire d'inéligibilité avec une fameuse exécution provisoire, un terme juridique dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps parce que ça a concerné notamment Marine Le Pen, et en fait qui viendrait, si le tribunal suit la procureure dans ses réquisitions, en fait qui viendrait rendre effectif une peine d'inéligibilité, même s'il y a appel, en disant en fait il faut exclure Gaël Perdriau de la mairie de Saint-Étienne. Et ça a été le propos de la procureure de la République. Elle a dit, avec tout ce qu'on a récupéré au cours de cette enquête judiciaire, avec tout ce qu'on a entendu dans cette audience, Gaël Perdriau ne peut plus être maire de Saint-Étienne. Et c'est finalement, et on s'en rend compte à l'aune de cette affaire, le seul élément qui peut arrêter Gaël Perdriau. C'est si la justice décide du jour au lendemain de dire « Monsieur Gaël Perdriau, vous ne pouvez plus être maire de Saint-Étienne ». Sinon, il se maintiendra. Il se représentera sans doute. Après quelle issue, on n'en sait rien. Mais donc, cette décision du 1er décembre, elle est très importante à la fois sur est-ce qu'un tribunal reconnaît la culpabilité de Gaël Perdriau, mis en cause pour 3 délits qui sont le chantage, l'association de malfaiteurs, et le détournement de fonds publics sur la partie donc financière du complot. Donc est-ce que ces délits-là sont retenus par le tribunal? Et le second point, c'est s'il y a le tribunal entre en voie de condamnation, est-ce que les peines en fait sont exécutées provisoirement? Donc notamment l'inéligibilité. Est-ce que en fait la justice dit maintenant ça s'arrête, c'est fini? Et donc ça sera connu le 1er décembre, un lundi à 9h30 à Lyon. Et pour mieux comprendre les coulisses de l'affaire, je rappelle le livre co-signé par Ramsès Keffi et par notre invité Antienne Rouget de Mediapart, que je remercie pour son temps et pour ses réponses. Ce livre, c'est Les Comploteurs. Il est à précommander sur le site lescomploteurs.com. Et si vous voulez tout comprendre au phénomène de la sextape, de la sextorsion et de comment notre rapport aux vidéos intimes a été bouleversé ces dernières années, eh bien rendez-vous dans Programme B sous peu, puisque ma camarade Juliette Libartowski vous a préparé une histoire de la sextape riche d'enseignements. Programme B, puisqu'on en parle, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.